28. 28 heures? Tu te fous de ma gueule? Ça fait des grosses journées, hein. Ah, ça, c'est la Startup Nation. Ils ont changé les heures maintenant. Il n'y a plus 24 heures dans une journée, il y en a 42 que tu dois travailler. C'est le décalage horaire. Ouais, c'est le décalage horaire, oui, c'est ça. C'est ça. Allez, on est sur l'épisode 53 de Culture Club Sandwich l'hebdo. Et déjà. Oui, déjà, effectivement. Ça passe très très vite. Et on est entre couilles ce soir. Ouais. Ça comme ça. Calmez-les, s'il vous plaît. Oh, écoute, merde, je suis fatigué, j'en ai marre. Donc toi, quand t'es fatigué, tu penses à des couilles, c'est... Non, je suis vulgaire. Ah. Voilà. Ça part littéralement en testicules. Donc, vous avez entendu, il y a Mathieu avec nous, il y a aussi Olivier. Bonsoir. Et il y a Florian. Bonsoir. Pour discuter culture et le tout sans une trace d'IA, hein. Parce que l'IA, c'est de la merde. Allez vous faire enculer. Ou peut-être avec une trace de culture. Une trace de... Ah, faudrait que je conseille du porno à un moment donné. Tu pourrais. Franchement, j'ai une de Pourquoi mes pas. micro-recos, porno on n'est éthique, pas attention. si loin. Du porno éthique, attention. Pas n'importe quoi non plus. Hein. J'ai vu un bon film, ça s'appelle Zootopie. Ah non, c'est pas... Oh là là. Bon, bref, on va mettre le générique. Ça m'évitera de parler et de dire des conneries. Bon, on va essayer de rester un peu sérieux, pas faire trop de trucs vulgaires, parce qu'on va vous parler donc de culture, avec au programme, si je me trompe pas, il y a de quoi lire, de quoi écouter, et de quoi dépenser à peu près un rein, comme tu disais, Olivier, et une série plus... C'est trop tard. Oui. Plus tout un tas d'autres choses à découvrir ou à redécouvrir. Et à recouvrir aussi pour les longues soirées d'hiver. Bah, surtout les livres pour les D'une protéger. couverture. C'est ça. Bah oui, voilà. Et en parlant de couverture, tu fais bien de l'ouvrir. C'est à ton tour. Voilà. J'aurais Mince. bien fait de me taire. Parce que si je me trompe pas, et si je me trompe pas d'image aussi, ta reco, c'est ceci. Donc, Age of Vice. Ah, on commence par ça. Tu me prends au dépourvu. Oui, c'est exactement ça. Donc, Age of Vice. Il y avait une transition toute faite avec couverture, machin, tout ça. Donc... Écoute, il n'y a pas de souci. Je m'attendais à parler de l'autre chose, de l'autre sujet, mais on va partir sur ça. Ça part en live. Écoutez, du coup, j'ai fini ce livre très 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 récemment. C'est un gros pavé, donc c'est quelque chose qui va vous tenir chaud pour les soirées d'hiver. Vous pouvez également l'utiliser comme bouillotte. Ça s'appelle Age of Vice. C'est écrit par une autrice indienne qui est exilée, qui vit actuellement en Espagne, qui s'appelle Dipti Kapoor. C'est uniquement son deuxième roman. Donc il a été publié en 2023. Il a été publié en 2023 donc outre-Atlantique, et donc il y a eu une édition cette année chez Pocket. Alors si vous me donnez 2 secondes il fait ses recherches en live. Ouais, je fais mes recherches en live parce que en fait je sais plus qui est l'éditeur. Qui est l'éditeur original? Je crois que c'est Actes Sud, mais j'en suis pas sûr. Donc oui, il y a une édition de poche donc chez Pocket depuis le départ, depuis l'année dernière, et il y a la grosse édition française de plus de 600 pages. C'est également disponible en e-book. De quoi ça parle, puisque c'est un tout petit peu ce pourquoi je veux le recommander. Mais en fait, c'est une saga criminelle polyphonique, donc qui épouse le point de vue de plusieurs voix.
dans l'Inde de la fin des années 90 et plus précisément du début des années 2000. Donc c'est le portrait d'une Inde que l'autrice a personnellement connue. Donc ça se passe surtout donc dans la région de Uttar Pradesh, donc dans le nord de l'Inde, et aussi à Delhi, à New Delhi. Et c'est l'exploration c'est l'exploration à la fois d'une sorte de jeune, on va dire, figure de Gatsby indien dans le Jet Setter. Donc ça pour le coup, ça n'est pas du tout tiré de Age of Vice. Non, ouais, t'as parlé d'un e-book. Ah, d'accord. J'ai réussi à trouver une image qui représente un e-book. Un e-book. Donc donc vous pouvez voir le replay en fait avec la splendide image du hibou que Fred a sorti pour me déstabiliser, ce qui a très 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 bien marché. Je reprends donc. Ça raconte la saga d'un Gatsby indien qui s'appelle Sunny Wadia. Tu peux aller chercher une image de Bownem si tu veux, ça t'occupera. C'est une sorte de Gatsby, une sorte de jet-setter qui est vraiment un Nepo Baby, qui est le fils d'un très très puissant mafieux qui baigne dans beaucoup d'industries à la fois, donc qui a vraiment le grappin sur toute la région de l'Uttar Pradesh, qui a des liens assez tentaculaires avec la politique, avec l'économie locale. Donc son père s'appelle Bunty Wadia, et ça c'est aussi quelqu'un qui va essayer on va dire de à la fois faire plaisir à son père, ce qui est une mission quasiment impossible parce que son père ne le voit pas comme un vrai homme, jusqu'à une série d'événements tragiques et extrêmement violents qui interviennent beaucoup plus tard, dont je vais pas spoiler. Mais c'est quelqu'un qui, malgré toutes ses addictions multiples et variées, et donc tout son train de vie de jet-setter avec énormément d'entourage, avec des fêtes... voilà, empreintes de drogue, notamment sur les plages de Goa. C'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un jet-setter, et vraiment, en plus, avant d'être un homme d'affaires, quelqu'un qui a un gros franc-parler, et c'est aussi quelqu'un qui a utilisé un peu l'argent de papa-maman pour voyager à travers le monde, et quelqu'un qui a un projet de remodelage totalement hors norme de la ville de Delhi, qui à l'époque du roman est on va dire où il y a énormément de bidonvilles qui pullulent autour du fleuve au niveau de Delhi, et il a un projet immobilier totalement hors norme et totalement irréalisable. Et c'est ce projet on va dire, de faire de Delhi une ville-monde un tout petit peu similaire à des métropoles occidentales comme Londres ou New York, ce qui est vraiment tabou, et ce qui va vraiment le mettre en porte-à-faux avec le reste des personnages. Et Sunny Wadia, voilà, il a ce projet-là, larger than life. Et c'est ça qui va le mettre sur la route de la une des principales voix du roman, qui s'appelle Neda, qui à l'époque est journaliste et qui est aussi une Nepo Baby, mais pas une Nepo Baby type mafieux, mais vraiment une Nepo Baby d'une famille qui est vraiment culturellement très très implantée donc dans le sérail. Et c'est quelqu'un qui à l'époque est une jeune journaliste, pas forcément idéaliste, mais quelqu'un qui se contente, on va dire, de faire son taf. Elle va rencontrer et être totalement fascinée par Sunny Wadia, et donc une grosse partie de ce roman est écrit à la première personne, et les deux autres voix de ce roman, donc il y en a une qui intervient en fin de roman, qui explique, on va dire, tout un autre pan du roman, donc ça je vais pas spoiler qui c'est, et un des autres figures centrales avec qui on commence le roman, c'est on va dire le domestique, l'homme à tout faire, et un tout petit peu au fur et à mesure le garde du corps de Sunny Wadia, qui s'appelle Ajay. Et Ajay, c'est vraiment un destin romanesque à la misérable, quelqu'un qui est arraché à sa famille
pour être enrôlé de force à travailler en plein milieu de l'Himalaya dans une famille dans une famille façon Thénardier. C'est quelqu'un qui on va dire la chance arrive à lui s'ouvrir et il arrive à s'extraire de cette condition-là en ayant acquis, on va dire, plein de compétences d'homme à tout faire. Et au fur et à mesure, en fait, il va se mettre au service de Sunny Wadia et aussi assurer sa protection et assurer un tout petit peu jusqu'au moment en fait où les choses vont déraper et où une guerre ou des conséquences assez tragiques de guerre et de représailles mafieuses du coin vont totalement faire basculer le destin de Ajay. Donc je le pitch assez mal parce que c'est vraiment un roman fleuve, c'est un roman c'est vraiment une saga romanesque. Donc une fois que vous entrez dedans, en fait, c'est vraiment quelque chose qui explore à la fois le psyché des personnages, mais aussi le contexte politique et social qui est très très bien expliqué de l'époque. Donc voilà, moi étant donné voilà, j'ai un background de journaliste, j'ai pu aussi voir à quel point les perspectives entre la conception du journalisme local, donc entre des enquêtes dénonçant un tout petit peu la misère sociale et le projet de rasage total des bidonvilles pour faire quelque chose qui est totalement hors sol et totalement pété, en expropriant en fait plusieurs habitants de ces bidonvilles qui eux-mêmes en fait n'ont nulle part où aller et en plus sont pour la plupart au service en tant que domestiques ou en tant qu'employés de plusieurs des familles les plus riches de Delhi, celles-là même en fait qui soutiennent ce projet on va dire de gentrification de Delhi avant la gentrification. Donc il y a un contexte qui est extrêmement complexe, mais qui, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Inde, qui ne savent pas forcément situer l'Uttar Pradesh ou Delhi sur une carte, c'est quelque chose où c'est tellement vivace dans la description à la fois des lieux, à la fois de la psychologie et du système politique et social de l'époque, que en fait on n'est pas perdu du tout. Le gros talent de Deepti Kapoor, c'est aussi un talent de portraitiste. C'est quelqu'un qui fait plusieurs pages de monologue intérieur, mais c'est quelque chose où ça n'est jamais gratuit et ça n'est jamais, même s'il dépeint voilà des gens qui sont des véritables salopards comme Sunny Wadia, des gens qui sont totalement grillés et dont les missions et des gens en fait qui brûlent l'argent parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie. C'est quelqu'un qui arrive quand même à recentrer quand c'est la partie à la première personne de Sunny Wadia, qui arrive à recentrer son psyché de façon à ne pas en faire en faire le dernier des méchants ou à vraiment faire cesser la lecture. Donc il y a énormément de qualité, c'est vraiment une saga où il y a vraiment tout, il y a vraiment il y a du voyage, il y a du dépaysement, il y a énormément de scènes brutes de décoffrage, il y a pas mal de violence, donc il y a vraiment une grosse partie du film qui se passe dans une prison indienne qui est un véritable thriller carcéral. C'est pas forcément le roman le plus feel good, mais en tout cas c'est un des livres les mieux écrits que j'ai lu cette année. Et j'ai appris que ce Age of Vice est le premier volet d'une trilogie qui doit s'étendre sur plus de 2000 pages. Et apparemment, dès 2023, je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais il y a beaucoup de projets d'adaptation en série. Je pense humblement qu'en fait, s'il existe une série télé sur une plateforme, elle n'aura jamais l'impact et elle n'aura jamais, on va dire, la subtilité du livre. Donc je vous suggère très très fortement d'aller lire le livre, que ce soit en version originale ou en version traduite. Il y a même un glossaire en fait en fin de livre pour avoir vraiment les termes spécifiques en fait indiens qui sont utilisés.
mais vraiment, tout est fait en fait pour ne pas perdre le lecteur occidental en cours de route, mais aussi à vraiment lui faire, on va dire, entrevoir la perspective on va dire, de personnages férocement indiens et férocement attachés à leur territoire, qui ne souhaitent pas à la fois perdre leur identité et perdre aussi leur territoire et leur raison de vivre. Donc c'est malgré la description que je viens de faire de vraiment saga criminelle, c'est un livre qui est très très intelligent parce qu'il brasse énormément d'énormément de traumatismes et énormément de paradoxes de la société indienne de l'époque. Donc voilà, c'est vraiment, en plus d'être un roman, c'est aussi une perspective assez éclairante sur le pays de Deepti Kapoor. Voilà. Ok, eh ben dis donc, ça a l'air effectivement très intéressant, mais ça peut aussi rebuter le fait que c'est un petit pavé, comme tu disais, de 600 pages. faut pouvoir plonger dedans. Donc ça, Edge of Vice, Deepti Kapoor. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, on voit la série se créer quand même. Enfin, c'est typique. Ouais, mais bon, comme tu le dis, Florian, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde non plus, quoi. Ça risque d'être survolé. Si c'est fait par les créateurs de Succession, pourquoi pas? Je crois pas. Franchement, je pense que c'est un peu le truc, c'est que je pense que c'est vraiment un projet qui doit avoir qui doit avoir une identité indienne, et je pense qu'il devrait être produit par des producteurs locaux. Oui, non, mais je disais si c'était un exemple, mais si c'est créé par des gens qui ont la verve et l'intelligence des créateurs de Succession, je pense que ça peut être c'est le genre de récit qui peut vraiment être assez intéressant à adapter, parce que il y a à peu près tous les ingrédients qui peuvent créer une bonne série. Donc. En effet. Mathieu, toi de ton côté, cette semaine, tu as apparemment vu pas mal de choses. Tu veux mon super récap? Ouais. D'accord. Alors, cette y a semaine... pas d'image de ta reco, donc c'est le récap. Ok. J'ai vu plein de trucs ces dernières semaines, mais rien qui m'a poussé à vous en parler 10 minutes. Donc, accrochez-vous. Je vais pas aller en profondeur, mais je vais y aller fort. Alors, d'abord, on commence... Titre. Merci. J'attendais que j'ai mis la pause pour vous laisser la place. Je suis gentil. Oui, il fallait le temps de rallumer le micro. Alors, bon, on va commencer, comme tous mes petits récaps de la semaine, par le petit point Drag Race. Alors, Drag Race UK saison 7, c'était Osef, tout était fake, trop appuyé, le casting est talentueux mais pas assez diversifié, et la culture est pas mise en avant. Zapper cette saison, on s'en fout. Espagna saison 5, c'était une très bonne saison. J'ai passé un bon moment, on approche de la fin. Sympathique de retrouver une bonne saison de la franchise espagnole. Ah, surtout, on termine par Canada saison 6. C'est la saison du moment à regarder, vous ne le regretterez pas. Brooklyn Heights, la présentatrice, est toujours aussi incroyable. Ils arrivent à renouveler le format et pour une fois ça fonctionne. Le casting est hyper diversifié, on n'a jamais vu des drag queens comme ça dans Drag Race avant. C'est frais, c'est drôle, il y a du drama, c'est bien écrit, on regarde cette saison. Ensuite, Wicked for Good, c'était bien. Quelques améliorations par rapport au deuxième acte de la comédie musicale. C'est une bonne adaptation. Après, est-ce que ça vaut la partie 1? Absolument pas. Et c'est normal, étant donné le matériau de base. Ensuite, j'ai vu Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosini. Qui parle d'une mère qui abandonne ses 2 enfants et qui les confie à sa sœur. J'ai trouvé ça très chouette, c'était bien joué. Le sujet est difficile, mais il choisit pas la facilité dans son traitement. Il prend plein de directions super intéressantes. Par contre, c'est un vrai drame, et je pense que ça aurait peut-être mieux fonctionné avec un petit peu d'humour pour qu'on rentre un peu plus dedans. Et j'ai préféré son précédent film, Tony en famille, qui était aussi avec Camille Cotin, mais ça reste un bon film au cinéma en ce moment. Sinon,
2 séries. La première, la saison 5 de Stranger Things. Je vais pas m'étaler. C'est sympa. Je suis pas à fond dedans. Mais bon, ça va. Et surtout, en ce moment, je me suis mis à une série. Donc je pense que tout le monde parle sur Twitter, mais en fait pas du tout. C'est juste mon microcosme qui en parle sur Twitter. Qui s'appelle Heated Rivalry. Qui n'est pas disponible en France, mais qui est disponible sur Crave au Canada. Donc c'est bien une série canadienne. Sur... Attendez, accrochez-vous. 2 joueurs de hockey qui se détestent, mais en fait ils sont homosexuels dans le placard, et en fait ils tombent amoureux, et on suit leur parcours sur des années et leur histoire d'amour. C'est adapté d'un Est-ce que les matchs de hockey ils se font dans le placard en fait dans cette série? Ah oui, mais en fait je regarde pas les matchs de hockey. Enfin, tu sais, c'est genre je fais autre chose en même temps et je regarde que les scènes de cul, Florian. C'est le seul intérêt de cette série. Donc quand Fred tu disais de conseiller un porno, franchement, Heated Rivalry, c'est un peu du soft porn. Quand tu connais les termes du hockey, surtout au Québec, il s'accroche un peu la rondelle, ça ne m'étonne pas. C'est pas québécois. Il y a des moments où ils parlent québécois, mais très peu. Je suis un peu déçu. Ils sont anglophones. C'est décevant. En tout cas, je s'accroche pas la rondelle. Exactement. Ils s'accrochent pas mal par contre l'arrière-train, mais ouais. Non, je pense que après cette saison, je ne vais pas connaître une règle du hockey. Même s'ils expliquent sûrement des tas de choses, je ne m'intéresse pas à ce qui se dit. De toute façon, cette série est pas bien écrite. Il y a des ellipses non-stop, mais vraiment toutes les 2 minutes, on fait des sauts dans le temps de 1 an, c'est ridicule. Mais le casting est très très beau. Le casting est très souvent nu. Et l'épisode 3, ils ont fait une espèce d'épisode 3 de Last of Us où c'est un autre couple qu'on n'avait pas vu, et le problème c'est que ce couple-là est beaucoup plus intéressant que le reste de la série, donc j'ai un peu le seum. Mais partant d'une série où j'en avais rien à foutre, j'ai très hâte de l'épisode de la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, j'ai 2 dernières choses à vous recommander. La première, Fred et je crois aussi Olivier, tu vas peut-être pouvoir compléter. J'ai vu Zootopie 2, que j'attendais beaucoup, que tout le monde a râlé quand il sortait, mais que tout le monde est allé voir. Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était fun. C'est un peu redondant par rapport au premier, notamment dans la construction de l'enquête. Mais je trouve que c'est aussi un format qui se décline très bien, et on pourrait en avoir 5, je m'en foutrais. Enfin, je serais toujours très content de retrouver ces super personnages. Ils arrivent bien à les développer. Ça va à 1000 à l'heure, c'est drôle, c'est touchant et c'est politique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que je pensais justement de Zootopie, c'est que ce que j'aime surtout dedans, c'est les personnages. C'est enfin un Disney où t'as des personnages qui sont pas une copie de princesse A, princesse B, princesse C, machin, ou genre de conneries. C'est le côté... j'ai l'impression que c'est le Disney le plus Pixar aussi. Et Attends, parce que là tu dis 2 trucs où j'ai envie de te tarter, donc calme-toi s'il te plaît. Non, je ne me calme pas. Je trouve que ça fait partie. Il est énervé. Voilà. C'est moi qui vais l'énerver. Non, mais je trouve qu'il y a un côté aussi dans celui-là, surtout dans celui-là, qui m'a fait penser au monde de Ralph. Tu vois, le duo qui doit l'enquête, le truc assez classique, hein. On a un duo qui doit faire une enquête, il y a plusieurs univers à un peu rencontrer, il y a des références, des clins d'œil un peu dans tous les sens, et ça fourmille, etc. Puis moi j'ai trouvé ça effectivement très drôle, très rythmé, ça va très vite mais pas trop vite non plus. C'est pas fait pour la génération alpha où tu es obligé d'avoir 50 images par seconde, sinon ils sont sur leur téléphone. Non, moi j'ai vraiment peut-être préféré le 2 au 1, alors que le 1 j'aimais déjà beaucoup. Mais je sais pas, peut-être parce que ça me parlait plus. Ça manquait un peu de la souris de la mafia, mais bon, ça c'est une préférence. Tu vois, je trouve ça pas... En fait, j'étais content de revoir les personnages du 1, mais je suis content que les personnages du 1 ne bouffent pas les nouveaux personnages et qu'ils puissent vraiment exister à part entière. Et je pense que si tu peux dire ça, genre du parrain de la mafia, de Flash le paresseux, etc., je pense que ça ferait trop. Mais Flash il brille dans celui-là. Il est oui, pas mais il a une scène, mais... c'est tout. Ouais, mais quelle scène, ça m'a éclaté, quoi. Tout comme les morses
Je sais pas d'où vient cette blague-là. Je pense que c'est un truc très... Là, c'était peut-être très très US dans le but. Là, salut mec, salut mec, salut mec, salut mec. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais ouais, non, c'est passé un super bon moment. Merci. Mais je sais pas ce que toi, Olivier, par contre, t'as pensé, parce que je pense que ça va être plus dur. Ah non, moi j'ai passé un très bon moment devant le film. Titre. Et c'est le plus dur. Ah ça. J'ai passé un très bon moment devant le film, et je suis un peu je suis un peu comme Mathieu. Je trouve que l'intrigue est un peu redondante par rapport au premier. C'est vraiment la même construction, c'est vraiment le même truc. Donc s'il y a un défaut, c'est ça, et je pense que c'est un défaut qui est facilement modifiable, parce que s'ils arrivent à renouveler un petit peu la manière dont ils enquêtent sur les choses et sur la manière dont les rebondissements arrivent, je pense qu'on peut effectivement partir sur une série de films assez longue, parce que c'est un univers qui est totalement ouvert. Enfin, c'est vraiment c'est de l'enquête. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est l'humour. Je trouve que le film est plus drôle que le premier. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait que, effectivement, les petits problèmes de scénario, on les oublie assez vite, parce qu'en fait, on rigole à peu près toutes les 3 minutes, quoi. Donc finalement, on passe un bon moment. Moi, honnêtement, je ris pas souvent au cinéma. Il y a très peu de bonnes comédies, et celle-là en est une, quoi. Donc on sent vraiment que les scénaristes ont lâché les chevaux et ont décidé c'est presque une écriture de Saturday Night Live, quoi. Enfin, vraiment, c'est des jeux de mots toutes les 3 minutes, des trucs un peu drôles, des slapstick, enfin voilà, il y a tout un tas de mélanges d'humour qui est. Il y a des parodies, c'est vraiment, et c'est pas un peu d'humour par-ci par-là, c'est vraiment tout le temps. Et du coup, moi, j'en suis à me dire que c'est peut-être le truc le plus marrant que j'ai vu au cinéma cette année, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment par ce biais-là que le film me plaît. Je trouve que techniquement, il est vraiment, on voit suffisamment de films d'animation en 3D comme ça, qui sortent de manière industrielle des studios, qui sont vraiment d'une qualité assez médiocre. Et là, techniquement, c'est quand même très beau. Les textures sont hyper belles, les poils de chaque animal, c'est les plumes, enfin voilà, tout est vraiment très 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 bien foutu techniquement. Je pense vraiment, avec un tout petit peu plus d'originalité sur le scénario, honnêtement, on aurait assisté à l'un des grands films d'animation de cette année. Ouais, et puis je rajoute un dernier truc, j'essaie de ne pas spoiler, mais on va dire il y a un méchant, si on veut dire ça comme ça, qui on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un comportement habituel je suis méchant, mais en fait finalement pas vraiment, etc. Non, il tient son truc. C'est un vrai méchant, ce qui n'existe quasiment plus dans les Disney dernièrement, quoi. Mais c'est ça. Il y a un vrai antagonisme, ce qui n'est pas le cas. Tellement pas d'accord. Non, ouais, moi ça m'a un peu énervé. Pareil, je ne vais pas dire pourquoi, parce que pour justement pas révéler l'enquête et le pourquoi du comment. Ouais, mais moi je m'étais fait spoil la veille au soir. Le résultat de l'enquête, et même sans ça, je savais qui était le méchant. Non, mais 3 minutes dans le film. Ça on le sait, mais après le savoir, effectivement, on le voit arriver très très loin. Mais par contre, la façon dont parce qu'on a vu le 1 aussi. Et puisqu'on a vu le 1, mais la façon dont il a de présenter les choses, etc. Tu pourrais dire on pourrait avoir un plot twist et machin, etc. Non, en fait, il reste dans son truc, et tant pis, quoi. Toi, il n'y a pas le côté mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Ce que je voulais dire, c'est plutôt sur la réflexion de on voit plus de méchants comme ça chez Disney. À la fois, je suis d'accord, si tu prends la filmographie globale ces dernières années, t'as plus de méchants qui ne s'excusent pas, à part Magnifico dans Wish.
qui était pas ouf comme méchant. Mais Pas ouf comme dessin animé tout court. mais oui, enfin, j'ai pas trouvé pour autant que ça en fasse un vrai méchant, parce qu'il il est pas en directe concurrence des protagonistes pendant tout le film, quoi. Ouais, oui, c'est le côté. Donc dans le format enquête, je comprends pourquoi, Ouais. mais de là à dire que c'est un grand antagoniste de Disney, non. Bah, Parce c'est- qu'un grand antagoniste de Disney, tu t'en souviens pendant 100 ans. Alors que là, ça sera pas le cas. Dans 2 mois, je l'aurais Après, oublié, ce on méchant. n'est pas non plus au niveau du grand méchant loup dans Chapeauté 2, quoi. Voilà. Et heureusement qu'ils l'ont pas fait, parce que si vous vous rappelez du premier teaser, c'était quand même un copier-coller, et il y avait un teasing du méchant sera un loup ou quelque chose comme ça. Ils ne l'ont pas fait, et c'est tant mieux. Parce que Voilà, bon, en tout cas, on sait quand même Zootopie, 3 méchants loups cette année, c'est bon, quoi. Ça fait beaucoup. En tout cas, ça fait. C'est un film à voir en famille, vraiment. Voilà, c'est un pour moi des tout grands Disney, parce que justement, il fait pas trop Disney. Ouais, et puis, enfin, vraiment, quand on dit allez-y en famille, c'est vraiment le Ouais. cas. C'est-à-dire que toute la famille va prendre plaisir, quoi. Exactement. Et je trouve que les enfants sont pas pris pour des cons, les adultes sont pas pris pour des cons, et en fait, du coup, en fait, c'est tout simple, hein, c'est qu'on sent que les gens qui ont créé ça, ils se sont fait plaisir, et donc forcément, nous, ça nous fait plaisir. C'est tout simple. Hein. Allez, moi j'aurais juste un point négatif, histoire de dire, parce que je râle. Shakira. Come on, get on up! Non, 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 Everybody non, we non, can non. replay! C'est Waka Waka avec d'autres paroles. Elle Non, est non, trop bien, cette musique. Non, Oh là elle est horrible. là. En fait, il suffit Elle de- est il suffit tellement d'écouter. bien. Autant toute la bande son est bonne, autant Ah ouais. cette chanson est Elle vraiment gâche, nulle. en fait. Elle est Alors, tellement ils bien. se sont mis à 3 à écrire cette merde en plus. Hein. Ouais, c'est ça, il y a C'est Ed quand même un Sheeran. truc de fou, il y a 2 paroles. Et- Oh là là, elle est tellement répète en bien. boucle. Dites-moi pas que vous Zou, l'avez pas dans la tête. Et Elle est trop bien. elle répète ça en boucle pendant Et puis 3 minutes, et ils ont mis à 3 pour écrire ça quand même. Et surtout Ouais, quand à tu- mon Non, avis, il y mais a du- elle est trop bien. Vous êtes Surtout des quand tu gros réécoutes, rageux. quand tu réécoutes le morceau qu'elle avait fait pour Zootopie 1, c'est globalement la même chose. Donc, Oui, là, non, c'était déjà mauvais. Hein. et c'était déjà mauvais. Oh là là, oh, mais vraiment, vous êtes des rageux. Mais Oh Shakira là ne là. sert à rien. Enfin bon, c'est. Mais Mais pas ça que dans le embête. dessin animé. Elle ne sert mais- à rien tout court. Mais elle fait un caméo comme tous les autres personnages. Mais elle peut aller faire un caméo chez sa mère, j'en ai rien à foutre. Putain, mais vraiment, Gazelle, c'est genre emblème Elle de sert à Zootopie. rien. Elle Vous sert êtes à homophobe, c'est tout. Oh là là. rien. Alors là, Quoi Icône queer. Gazelle, justice pour Gazelle. mais de la merde, Et pour tu ces recoupes tigres la qui merde, sont en très fait. beaux. Non, non. Et bon, et sinon, avant que tu fasses un truc, j'ai un dernier film dont on peut parler qui n'a absolument rien à voir avec Zootopie, mais je pense que Ouais, je c'est peux plus en compliqué. parler avec Olivier, qui est La Voix de Inrajab. Je suis là qui est aussi, Ah! Mais tu l'as vu? J'ai pas vu la voix de Indra Job, non. Ah bah alors pourquoi tu parles. ouvres ta gueule? C'est rien à voir, Florian. Mais parce que j'ai pas été voir de quel film tu allais parler. J'ai dit, je peux en parler avec Olivier. J'ai compris que tu veux pas en parler avec Fred, mais je suis là quand même. On peut en parler ensemble, tu me poses des questions, on prend le thé. Mais j'ai pas on- vu le film. Mais j'ai pas Oh, envie de voir non. le film parce que c'est déprimant. Bon, et bah si tu veux, on fait pause, tu vas voir le film, et puis on revient. C'est- Ça, Ok, c'est sûr qu'il à faut plus. être faut être en forme psychologiquement pour voir le film. Oh, Oui, mort. c'est ça. Donc, c'est un docu-fiction qui est donc c'est une fiction inspirée de faits réels. Donc ce sont des acteurs vraiment, etc. Vous voyez ce que c'est qu'une fiction, je vais pas m'embourber là-dedans, mais il y a une voix off pendant tout le film auquel les personnages parlent, qui est un vrai enregistrement documentaire et aussi quelques images d'archives dans le film. Et ça parle, je crois que je sais plus en quelle année c'était, Olivier, tu peux peut-être m'aider. Je sais plus. Bon, on s'en fout. Il y a quelques années ou quelques mois, Israël a bombardé comme d'hab et une petite fille était coincée dans une voiture au milieu de l'armée israélienne et a contacté le service des urgences pour qu'ils viennent la sauver. Et sauf qu'ils avaient besoin de libérer un passage pour laisser passer une voiture d'infirmier et du coup faire toute une négociation tout en
avec la gamine au téléphone, quoi. Donc, c'est un film super dur à voir. Faut être préparé psychologiquement parce que c'est quand même, ça dure 70 minutes, mais tu les sens passer les 70 minutes, hein. Chaque minute est difficile. Mais déjà, pour ceux que ça gêne de faire un film pareil, en tout cas d'en faire une fiction, je vous signale qu'il a eu le consentement et le soutien des premiers concernés, donc des infirmiers et de leur entourage, et aussi des familles des victimes, qui ont été consultés pour faire le film et qui même apparaissent dans le film. Donc à partir de là, pas de problème. C'est quelque chose qui est nécessaire. Je trouve qu'il est à la fois nuancé dans son approche de la gestion de la crise. Et là, je parle en tant qu'événement de quand on est face à un drame pareil, comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'humain, quelles sont nos responsabilités, quels moyens on doit mettre en place. Et on a le point de vue de chaque personnage différent, ce qui fait que c'est un film qui peut aussi se déployer sur 70 minutes et que c'est pas 70 minutes de souffrance intense où on est figé, mais il y a des rebondissements, des avancées, et ça permet que ça reste soutenable en tant que visionnage de film. Et surtout, c'est un film par contre qui n'est pas du tout nuancé dans son point de vue et le camp qu'il choisit. Et je trouve que même si c'est super dur à voir, préparez-vous et allez-y aussi tant qu'il est en salle pour le soutenir, parce que c'est un film qui est peut-être c'est le film qui est le plus nécessaire de voir en salle en ce moment. Et j'ai aussi parlé avec des personnes concernées, et j'ai discuté avec eux du film, et ils disaient c'est tellement important que ce film existe, et ce film a aussi existé pour le montrer aux politiques et aux puissants qui nous gouvernent, pour faire du bruit et pour montrer que si on ne fait, ça sert à rien de faire ce film dans 2 ans parce qu'il sera trop tard, et c'est maintenant qu'il faut prendre des actions. Voilà. Je sais pas si tu veux compléter, Olivier, mais... Oui, moi alors ça a été un des visionnages peut-être les plus difficiles de cette année, parce que c'est très dur d'entendre cette voix au téléphone pendant tout ce temps, mais comme tu le dis, c'est absolument nécessaire. Je pense que ce film ne va pas seulement dans la direction n'est pas à destination des puissants. Je crois aussi que c'est un film qui est important pour tous les gens qui passent leur temps devant les infos, pour qui les victimes palestiniennes ne sont que des chiffres, et pour avoir pour connaître les noms de ces gens-là. De ces gens qui sont bombardés pour rien, qui sont tués pour rien, et je pense sincèrement que c'est un film qui est vraiment très 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 important. Je trouve que les critiques qui l'ont très mal accueilli, globalement en reprochant le dispositif, sont des pourris. Vraiment, c'est vraiment de la branlette intellectuelle, et qu'à un moment donné, quand on est face à une situation extrême, il faut user de toutes les possibilités pour toucher le plus large public, pour toucher. Alors certains, va y avoir des documentaires comme Put Your Soul on Your Hand, qui vont traiter du conflit d'une certaine manière. Là, la voix d'In Rajab va le traiter d'une autre manière, et je crois que c'est des choses qui ne sont pas en opposition. Alors certains vont dire oui, mais c'est plus subtil, Put Your Hand on Your Soul, c'est plus machin, c'est plus truc. Non, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut, c'est faire parler de ce qui se passe, et si cette forme-là permet de donner un nom aux victimes, de sensibiliser des gens qui n'ont peut-être pas la vision, une vision qui autre que celle des médias, et ben au moins ce film-là aura eu une utilité. C'est vraiment très compliqué à regarder, mais je pense qu'il faut s'imposer ça pour. Enfin, honnêtement, moi maintenant je n'aurai plus qu'un seul argument
pour les gens qui seront encore en train de défendre la position d'Israël, c'est regarder le film. Si vous êtes encore pour ce qui est en train de faire Israël en Palestine, c'est que vous êtes inhumain, c'est tout. Donc voilà. Pour moi, il y a plus que cet argument-là. C'est ce qu'on voit est à la fois trop dur et trop absurde pour que notre cerveau puisse l'accepter. Donc voilà, c'était la réalisatrice qui avait fait déjà Les Filles d'Olpha, qui était un documentaire d'un documentaire. C'était un documentaire qui parlait de la fabrication d'un documentaire sur des Tunisiennes qui sont parties faire le djihad. Déjà ce film-là était très fort. Déjà ce film-là avait été déglingué par la critique parce que le format leur plaisait pas. Moi, c'est les deux films qu'elle a fait, cette réalisatrice tunisienne. Moi, c'est deux films qui m'ont particulièrement touché, qui m'ont appris plein de choses. Et rien que pour ça, je pense qu'ils ont le mérite d'être et que les critiques allaient vous faire foutre, quoi. Voilà. Je pense que je vais renommer cet épisode en de la culture et des gens vénères, en fait. Oui. Je pense, ça Ouais. fera bien. En fait, ce qui m'a particulièrement énervé, et c'est moins la critique finalement du film et du dispositif. Je peux comprendre qu'on puisse ne pas adhérer au dispositif. Et encore une fois, il y a d'autres films qui parlent de la Palestine, il y a d'autres films qui ont d'autres formes, et à ce moment-là, il faut se tourner vers ces formes-là si on n'aime pas celle-là. Il y a aucun souci avec ça. Ce qui me dérange, c'est le procès d'intention qu'on a fait à la réalisatrice, qui en gros, on dit qu'en gros, elle se sert de cet événement pour en faire un film de fiction, pour en faire sa pub, pour développer sa carrière, quoi. Je veux dire, faut être complètement con pour faire un tel procès d'intention à une réalisatrice qui, je pense, n'a qu'une envie, c'est juste de mettre un coup de projecteur sur un scandale qui est en train de se dérouler au Moyen-Orient, et vraiment de se dire que quelqu'un va se servir de ça pour faire sa pub, mais il faut être vraiment déglingué du cerveau pour penser ça, quoi. Et il va falloir que maintenant je fasse une petite transition après tout ça, moi. Attends, je te fais une transition dansante si tu veux. Oui, merci Jean. Voilà. Donc moi, de mon côté, ma reco cette semaine, c'est un illustrateur dont je suis le travail sur Instagram, qui s'appelle Étienne Bonnet. Voilà. Donc je mets ici sur. Alors dans le tableau, t'as mis Benoît. Du coup, c'est quoi son nom ? Benoît. Benoît Bonnet. Pourquoi j'ai dit Étienne ? C'est Benoît Bonnet. C'est son frère. C'est peut-être son frère. C'est Un plus gros bonnet. C'est Benoît Bonnet ou c'est Étienne Bonnet ? C'est Étienne Bonnet. Pourquoi j'ai mis Benoît ? Punaise, j'ai du mal. Hein. Ok, donc ça. Ouais, donc j'ai du mal. Je suis fatigué, je suis énervé. Oui, comme nous tous, t'as le droit à l'erreur. Tu es un humain. Jusqu'à preuve du contraire. Donc Étienne Bonnet, voilà, désolé si il va écouter, il va se dire merde, c'est pas mon nom. Alors qu'en fait, tous les matins, voilà, et à chaque nouvelle publication sur Instagram, je me prends une petite claque d'humour, de douceur, de poésie et parfois de réalité un peu grinçante, dont une des dernières qui était sortie, qui on les voit donc ces derniers temps, il fait voilà ce qu'on voit en image des animaux dans une forêt avec un renard, un hérisson, d'autres animaux comme ça qui sont dans la forêt. Ils vivent des petits trucs assez mignons. Et le dernier en date, le renard leur lit une histoire qui fait peur. Et puis en fait, les autres le disent, mais en fait, c'est chiant ce que tu racontes. Pourquoi tu fais ça ? Ben en fait. Je vous raconte une histoire de monstre, mais ouais, mais bon, nous, on a peur surtout des humains. Et donc ça finit, donc il y a toujours une petite blague, puis derrière un petit truc un peu plus grinçant ou un peu plus poétique, juste doux. Et puis c'est surtout un truc que moi j'aime beaucoup dans son travail, en dehors de son écriture, c'est que tout est fait effectivement à la main, à l'aquarelle, et c'est juste absolument magnifique. Dernièrement, il a mis une vidéo c'est très beau, hein. Ouais.
il a mis une vidéo de lui dernièrement où un des dessins justement qui est arrivé ici, celui avec les monstres, il montrait étape par étape par où il passait pour faire ça. Il y a un côté un peu japonisant, quoi. Je trouve. Ouais, il y a des influences très 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 japonaises effectivement dedans. C'est du franco-belge, mais si on regarde un peu son travail, il y a des choses qui font penser à du Ghibli. Sans des décors sans surtout, rigueur. Ouais, effectivement. Et puis il y a de beaux mouvements, et donc ça c'est sa série actuellement qu'il fait à l'aquarelle. Mais il fait aussi un peu d'animation, de la stop motion. Il a fait quelques BD aussi. Donc depuis le printemps, donc il fait justement ses aventures des animaux anthropomorphes. Mais voilà, il a fait le créneau chromatique, entre autres, feutre à alcool. Enfin, il a fait pas mal de choses au style de dessin toujours comme ça, très très crayonné, très aquarelle, très très beau. Que moi je vous conseille vraiment d'aller suivre et de regarder tous les matins. Ça fait vraiment moi je trouve que ça fait vraiment du bien. En tout cas, je connaissais pas l'auteur avant. Je suis tombé sur un ou deux dessins à un moment donné et j'ai trouvé ça très drôle et touchant et poétique, et j'ai fini par suivre, et à chaque fois voilà, je suis content de le retrouver. Et puis ma femme aussi a fini par suivre l'auteur, parce qu'elle dit ça donne le sourire, et de façon très simple et efficace, et on en a bien besoin en ce moment, un peu des sources de sourire. Il a des projets en cours, enfin hors Instagram en fait, donc du type recueil d'illustrations, des choses comme ça. Son projet actuellement, c'est justement ce travail sur les animaux anthropomorphes, qui je suppose vont essayer de sortir en recueil, mais voilà, pour l'instant je n'ai rien vu d'annoncé clairement, voilà. Donc là-dessus je ne saurais pas dire. Faudrait que continue à suivre et voir ce qu'il va proposer, mais je vérifie pour être sûr que je n'ai pas loupé une information. Mais non, il y a rien pour l'instant de très très précis, mais bon, ça fait déjà un beau recueil, parce que c'est depuis ce printemps qu'il fait ça, donc ça fait déjà quelques mois, et il y en a des dizaines. C'est assez affolant, et plus ça avance, au début le dessin était déjà très aquarelle, mais il n'y avait pas trop de décors, et plus ça avance, plus il rajoute des éléments de décor, plus ça prend du temps je pense pour lui de sortir les choses, mais à chaque fois c'est juste magnifique, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir les avoir en papier, clairement, que ça n'aille pas que sur internet. J'aimerais avoir un recueil sur du beau papier, mais encore une fois, je pense que ça c'est une question d'aller trouver un éditeur, de le sortir, et de voir s'il y a l'intérêt, parce que ça doit être très ça doit coûter très cher à produire, et moi j'attends. Voilà, j'attends savoir s'il y a un peu plus. Donc Étienne Bonnet, pas Benoît, désolé encore une fois. Vous retrouvez sur Instagram, donc Étienne_Bonnet, B-O-2-N-E-T, et 2 underscores après. Mais j'essaierai de pas oublier de mettre le lien en description, et sinon etiennebonnet.com pour son site internet. Voilà. J'avais juste ça à recommander, un peu de douceur, et je pense que c'était une bonne transition juste après la discussion d'avant. On va essayer de trouver comme on peut. Olivier, toi, de ton côté... Attends, j'enlève ça parce que... Hop, de ton côté, ton récap du coup... Oui, alors moi je vais vous parler de séries pour commencer, et je vais vous parler de Mobland, dont Sarah vous avez déjà parlé, et du coup je vais faire court. En gros, tout ce qu'elle vous a dit, c'était vrai, c'était vraiment super bien. Alors il me reste quelques épisodes à regarder, mais franchement j'ai commencé la série il y a une semaine, et j'adore. Il y a absolument tout ce que j'aime dans une série. Il y a le côté drama familial, la guerre entre deux familles, le côté soap, un super générique, des acteurs anglais que j'aime énormément, avec des têtes d'affiche
excellentes comme Pierce Brosnan ou Helen Mirren qui campent deux vrais psychopathes. Mais il y a aussi des seconds rôles de très haut niveau, avec un casting de malade, avec notamment Paddy Considine, je sais pas comment on dit, que l'on a vu dans Game of Thrones, ou Considine, tu étais presque, Considine, et Joanne Froggatt, je sais pas non plus comment on dit, que l'on a vu dans Downton Abbey, voilà, qui sont des acteurs que j'aime vraiment beaucoup, qui sont vraiment très bons, et notamment Joanne Froggatt qui apporte une humanité absolument nécessaire au milieu de tous ces psychopathes de la mafia. Donc, si pour le pitch, je vous laisserai écouter le récit qu'avait fait Sarah sur la série. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'est vraiment une écriture au cordeau avec des dialogues qui sont vraiment succulents. Il y a des scènes de tension qui sont extrêmement bien foutues. C'est un récit qui est très ample, très ambitieux et en même temps très simple. Ça part pas dans des high concepts très compliqués avec plein de personnages différents. Non. C'est vraiment, ça reste sur la guerre entre deux familles et c'est très bien comme ça. Enfin bref, c'est vraiment une des grandes séries de l'année. Je vous conseille de pas passer à côté. C'est très jubilatoire comme visionnage. Sinon, j'ai commencé aussi la saison 2 de A Man on the Inside sur Netflix et après une première saison sympathique, je prends toujours autant de plaisir à regarder cette nouvelle saison. Ouais, je confirme. Moi, je trouve ça vraiment très drôle, je trouve ça bien incarné, je trouve qu'ils arrivent à renouveler l'histoire tout en gardant les fondamentaux de la première saison. Finalement un petit peu ce que Zootopie a pas totalement réussi à faire et je trouve que voilà, enfin moi je suis quand même épaté par Ted Danson qui est vraiment parfait dans ce rôle d'espion infiltré mais au grand cœur. Je trouve que c'est vraiment son personnage me touche énormément. Je ris souvent. Je trouve que presque cette saison est plus drôle que la précédente. Et je trouve que vraiment tous ces personnages sont hyper sympas, hyper touchants. Tous les nouveaux personnages, on les adopte très rapidement. Et notamment, c'est assez marrant, dans cette saison 2, on retrouve Max Greenfield, qui était un des acteurs phares de New Girl. Et surtout, c'était l'un des plus drôles. Et là, je trouve que là, il a un rôle un petit peu similaire de tête à claque. Vraiment, on a envie de le baffer. Mais en même temps... Ouais, c'était Schmidt dans New Girl et vraiment il a encore un rôle de tête à claque et tout, mais en fait il le fait tellement bien que on a envie qu'il fasse ce rôle-là quoi. Il est assez génial là-dedans. Donc voilà, A Man on the Inside, c'est pas une énorme série, c'est pas une grande série, mais je trouve que chaque épisode est vraiment très chouette à regarder. Et je vous le recommande si vous avez un peu besoin à la fois de douceur et de vous procurer un divertissement qui va vous tenir en éveil pendant il y a une dizaine d'épisodes, je pense. C'est des épisodes de 30 minutes. L'intrigue est chouette, l'humour est bien présent et les personnages sont vraiment attachants. Donc, et puis le format ne tombe pas dans le... On en rajoute ou c'est rallongé artificiellement, c'est vraiment très efficace. Non, c'est vraiment, ils arrivent à garder ce qui avait fait le point fort de la saison 1 et même à l'améliorer, je trouve. Oui, ils ont tout amélioré, tu sens qu'ils sont plus installés, qu'ils sont déjà un peu... sont libérés des installations de l'intrigue et la façon dont ça fonctionne, donc ça c'est ça qui est cool. C'est surtout que la saison 1 en fait était vraiment basée sur un documentaire et sur une véritable affaire, et là du coup ils ont dû tout inventer, donc oui, c'est ça, ils sont libérés de la mise en place et des liens qu'il pouvait y avoir effectivement. Ouais, et je trouve que il y a peu de comédies en ce moment qui sont vraiment réussies, donc vraiment si vous aimez la comédie américaine, faut pas hésiter à aller regarder du côté Netflix et de A Man on the Inside. Sinon, j'ai terminé, niveau littérature, j'ai terminé
Breakfast at Tiffany's de Truman Capote. C'était un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que c'est un classique, vraiment un grand classique de la littérature américaine, qui avait été adapté au cinéma avec Audrey Hepburn. Et tu aimes le film d'ailleurs? Et en fait, j'ai jamais vu le film parce que je voulais lire le livre avant. D'accord. Et maintenant que j'ai lu le livre, je ne sais absolument pas. Il va falloir que je vais me précipiter vers le film parce que je ne comprends pas comment ils ont pu adapter ça. Je pense que je vais être assez déçu par le film, mais parce que c'est un livre qui est très libre, c'est un film qui est assez provocateur, surtout pour l'époque. Maintenant, c'est vrai que ça paraît moins provocateur, mais je pense que à l'époque où ça a été écrit, ça devait être. Crois-moi, tu ne seras pas déçu par le film. D'accord. Et puis très franchement, rien que pour Audrey Hepburn. Oui, mais moi je suis. C'est un des seuls films d'Audrey Hepburn que j'ai pas vu parce que j'attendais de lire le livre. Mais Audrey Hepburn est probablement mon actrice préférée, donc. On pourra en reparler dès que tu l'auras vu. Si tu veux. Mais le livre est tellement libre et tellement osé que je sais pas comment ils ont pu transcrire ça à l'écran à l'époque. C'est un livre qui fait partie de cette grande tradition littéraire américaine qui suit la vie de bourgeois excentriques, un peu bigger than life, dont Florian a parlé dans sa chronique, comme Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Et moi, je suis assez friand de cette littérature. D'ailleurs, dès que Florian a mentionné ça dans sa chronique, j'ai mis Age of Vice sur ma liste de livres à lire. Et en plus, il se trouve que moi, j'aime beaucoup le style de Truman Capote. Je trouve que j'avais déjà beaucoup aimé son célèbre livre De sang-froid, qui était vraiment très différent parce que ça parlait d'un fait divers assez glauque. Mais qui était extrêmement bien écrit, qui m'avait fasciné. Et là, en fait, il propose quelque chose vraiment de très différent. C'est un récit qui est plein de liberté, plein de tendresse, qui parle d'un homme qui va devenir ami avec une starlette de la jet set new-yorkaise, cette jeune femme, en gros, fait la fête tout le temps, couche avec des hommes, en parle, sauf qu'elle couche avec plein d'hommes, sauf avec le narrateur. Et donc c'est un livre sur l'amitié homme-femme, sur la frustration. C'est aussi un beau portrait de femme libertine, avec tous les problèmes que ça va lui apporter, avec tous les sacrifices que cela nécessite. C'est en fait, en gros, regarder un peu ce qui se passe sous le masque de cette femme libre. Et derrière ce côté bling-bling, en fait, il y a quelque chose de très touchant chez elle. Et on apprend à le découvrir à travers un narrateur qui tombe peu à peu amoureux d'elle, mais qui n'arrivera jamais à l'avoir, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez fataliste, il y a quelque chose d'assez touchant et très joli là-dedans. Et je trouve que c'est un très beau portrait de femme. Et voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de voir un autre style de Truman Capote, mais tout aussi bien écrit. C'est quand même un excellent auteur. C'était pas forcément un très grand homme, mais au niveau de l'auteur, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de littérature américaine, quoi. Et sinon, je vais revenir aux séries pour vous dire un petit mot sur. Pour vous dire que il y a une de mes séries coup de cœur de ces dernières années qui s'appelle Dispatches from Elsewhere, dont je vous avais parlé à l'époque de Monsieur Série, qui vient de passer de Prime Video et donc d'une visibilité réduite à Netflix et donc d'une visibilité un peu plus accrue. Et maintenant que c'est sur Netflix, c'est donc disponible au plus grand nombre. Je vous en conjure à aller jeter un coup d'œil à cette pépite, parce que vous ne pourrez pas ne pas tomber amoureux du duo Jason Segel, Eve Lindley, qui sont tellement mignons dans cet ovni télévisuel. Moi, le pilote, c'est il a co-créé. En plus, il a co-créé la série, donc c'est vraiment un projet avec Jason Segel à bord. Ouais, on sent que c'est très intime, c'est très personnel. On sent qu'il porte vraiment le projet en lui, et il y a toute sa tendresse, toute sa sincérité
qui rejaillit et moi c'est une mini-série, donc il y a qu'une seule saison. Et le premier épisode, je l'ai tellement aimé que je l'ai regardé 2 fois de suite. Donc je crois que ça m'est pas arrivé très souvent. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur cette petite pépite sur Netflix maintenant qu'elle est disponible sur une plateforme que beaucoup de gens ont. Il faut absolument que les gens la voient. Ok, très bien. Ça nous fait une belle collection de choses à voir et à lire du coup. Mais effectivement, je pense que le Breakfast at Tiffany's, ça pourrait être intéressant de peut-être même faire un visionnage d'équipe. Ça fait un moment. Moi, je suis chaud. Hein, on pourrait peut-être faire ça quand même. Aller chercher un classique comme ça. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce que c'est un classique ? Je pense qu'il va crier quand je vais mettre l'image. Mais voilà. il y a quelqu'un qui a été voir un concert. Ah. Il en a de la chance. C'était bien tout complet. Mon entourage est allé voir ce concert. Oui, c'est moi. J'avais pas mon micro. J'ai crié. Vous avez pas entendu. Est-ce que je dois recrier ou c'est bon ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. D'accord. Parce que je peux, y a pas de souci. Oui, je sais. Oui, bon, alors je savais pas si je voulais en parler, mais je vais en parler vite zef quand même, parce que faut pas mourir avec des regrets. Tu savais pas ce qu'il va en parler, tu le mets dans le fichier. Bah ouais. Bah si, non, mais il y a peut-être 20 minutes avant le podcast, je savais pas. Mais man, après, je me suis décidé, j'ai pris des décisions, voilà. Non, bon, j'ai vu le Mayhem Ball de Lady Gaga. Comme beaucoup, je pense. Du coup, le Chromatica Ball, c'était mieux ou... Alors, le Chromatica Ball, c'était la première fois que je voyais Lady Gaga en live. C'était très bien. Le Mayhem Ball, ça n'avait rien à voir avec le Chromatica, c'était à des années-lumière du Chromatica Ball, vraiment en tout point. C'était bien hein, le Chromatica Ball, mais ça, c'était quelque chose. Je voulais juste en parler parce que, j'avais vu... je formule ma pensée. Elle a commencé à présenter ce concert, ou en tout cas dans une version différente, à Coachella en début d'année, puis à Copacabana, et ensuite elle a fait toute sa tournée, mais elle est passée par les États-Unis, elle a fait toute l'Europe, et nous on était en fin d'Europe. Donc là elle est en milieu de tournée, mais il y avait déjà 50 dates. Donc comment vous dire comment un énorme fan de Lady Gaga, c'était pas possible que je ne vois pas le concert avant, parce que je n'ai pas de patience. Et donc je connaissais le concert par cœur avant de le voir. Pourtant, je savais que ça allait pas gâcher mon plaisir, et ça n'a pas été le cas. Parce que, c'était parfait, quoi. Enfin, Sarah, elle a mis en story, j'ai pas vécu de concert de Michael Jackson, et je vais jamais le vivre, mais j'ai eu l'impression, en voyant Lady Gaga, de vivre un concert de Michael Jackson. Bah, pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est pas juste un show à l'américaine, c'était vraiment, je trouve, un événement culturel qu'elle a créé autour de ce concert qui pourtant, quand elle a annoncé sa tournée, j'étais assez dubitatif parce qu'elle a dit que, en gros, elle pensait pas partir en tournée cette année, mais que vu que l'engouement de son album est là, bah elle va partir dans 2 mois. J'étais en mode, prépare-toi un peu, ma belle. Mais non, c'était parfait. Je trouve que la setlist, elle a fait pratiquement toutes les chansons de son nouvel album. C'est pour ça qu'on vient. Elle a fait toutes les fan favorites qu'elle avait pas fait depuis parfois au moins 15 ans. Ou même des chansons qu'elle n'avait jamais performées et jamais sorties auparavant. Elle les a faites là. Il y a des chansons surprises, donc ça a gardé chaque concert était un peu différent. Et elle a aussi fait ses grands classiques, donc Just Dance, Poker Face, Bad Romance. Mais d'habitude, ces chansons-là, c'est les chansons que j'aime le moins parce que j'ai vu toutes les perfs, du coup, elles apportent rien de nouveau. Et là, je trouve que sur chacune, elle a trouvé soit une nouvelle mise en scène, soit elle a revisité l'émotion que peut procurer la chanson. Ce qui fait que tout est semblé nouveau et en même temps familier. Tout le concert était rythmé à la perfection. Certes, ça coûtait une blinde et j'ai vendu un rein, mais j'étais très content et genre si j'avais pu, j'en vendrais un autre parce que
vraiment, ça avait pas de prix ce que j'ai vu, et aussi, j'étais tellement bien placé, enfin, j'étais au 3e rang, et je voyais le marque du contouring de Lady Gaga, quoi, donc, c'est pas donné à tout le monde n'a pas cette chance. Les costumes, la danse, la lumière, la scénographie, tout était démesuré et incroyable. Et même si c'est un show à l'américaine, il y a toujours ces moments au piano où elle fait des musiques acoustiques et en gros tu chiales, mais même dans les énormes morceaux pop, j'ai pleuré parce que elle donne tellement tout sur scène, c'est vraiment une bête de scène, quoi, c'est indescriptible. Déjà, voir en vidéo, ça fait ressentir des émotions, mais en vrai, c'est encore autre chose. Et aussi, la dernière chose dont je voulais parler pour ce concert, qui, je trouve, fait la réussite des concerts de Lady Gaga, et que là, elle a particulièrement bien réussi, c'est qu'elle elle crée une histoire dans chacun de ses concerts. Souvent, c'est formé en actes. Il y a des interludes avec des voix off, et on va avoir un début, un milieu et une fin à son concert. Et pour faire une comparaison d'homosexuels, j'ai vu il y a quelques mois le concert de Mylène Farmer, et c'est vrai que Mylène Farmer, c'est très bien en concert, et que la scénographie, elle était très bien. Mais la setlist, je l'ai trouvée catastrophique, parce qu'on ne savait jamais ce qu'on allait avoir après. Pas dans le sens où c'est bien d'être surpris, mais on enchaînait une chanson danse, une chanson ballade, une chanson danse, 2 chansons ballade, 3 chansons ballade, une chanson danse, puis on retourne à la ballade, ce qui faisait que c'était complètement désaccordé. Alors que là, il y a une vraie progression logique, et aussi une histoire qui, certes, est très très simple à suivre, mais que tout le monde va comprendre, parce que il y a des références à Jekyll and Hyde, à Alice au Pays des Merveilles, à Blanche-Neige, ce genre de choses. Et en même temps, il y a une sous-couche à cette narration qui est hyper fluide, hyper détaillée, super recherchée, avec des codes aboutis, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle présente, qu'elle a tout pensé de A à Z. Et en fait, c'est un concert qui retrace toute sa carrière, où elle reprend en main son image et le narratif que la presse a créé autour d'elle. Et en même temps, elle se livre totalement, elle livre ses forces, surtout elle livre ses blessures, ses paradoxes. Elle réévalue certaines choses qu'elle a fait par le passé, et pour les célébrer ou pas. C'est une lettre d'amour à ses fans, et à la fin, elle se présente non pas en tant que Lady Gaga, mais juste en tant qu'artiste. Et je trouve que c'est assez fort de faire ça dans un concert pareil. Donc, pour le moment, pas de nouvelles dates annoncées en Europe. Ça peut arriver. Mais c'est censé être bouclé, là, ça tournait, ou il y a un... Non, là, elle est en Australie, après elle va en Asie, et après elle retourne aux États-Unis. Donc c'est pas fini. Ah oui, d'accord, avant... donc elle fait un deuxième passage aux États-Unis. Elle fait un deuxième, ouais. C'est pas fini avant fin mars, si je dis pas de bêtises. Mais justement, à la semaine à Paris, elle a dit qu'elle était très contente de passer un été en Europe. Donc ça voulait dire que il y a des nouvelles dates. Et puis finalement, au concert où j'étais, elle a dit que c'était sa dernière date européenne. Donc pas sûr que ça arrivera. On verra. Et puis de toute façon, si ça arrive, ayez pas le seum, parce que ça sera en stade et que c'est vachement moins bien en stade. Mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Si vous n'avez pas l'occasion, elle va sortir un film sur les coulisses. Il y a des captations qui existent sur YouTube à foison. Même prenez celle de Coachella ou de Copacabana, qui sont pas exactement la version qu'on a là, mais qui sont à peu près sensiblement la même chose. Regardez les 20 premières minutes qui sont les plus folles. Et voilà, les 20 premières minutes, c'est flawless, comme disent les Américains. Voilà. Non, vraiment, c'était le feu. Voilà. Eh bien, très bien. Donc voilà, Lady Gaga, donc un peu plus compliqué à se procurer par rapport à ce qu'on conseille jusque-là, mais bon. Non, mais c'est plus un retour d'expérience qu'un conseil culturel. Oui, c'est un retour d'expérience, effectivement. Florian, toi, ton récap est assez court, parce qu'il y a une chose dedans.
Oui, c'est ça. Donc on passe du cheerleading de Stéphanie Germanotta au cheerleading en série NBC. Tu vois, je fais la transition. Bravo. Voilà, avec Stumble. Stumble, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est une nouvelle comédie diffusée sur NBC depuis le début novembre, qui est créée par deux créateurs, dont un qui est bien connu des poditeurs précédents de Monsieur Série and Friends et de probablement Culture Club Sandwich, même s'il n'a pas fait de série qui a été diffusée depuis qu'on a commencé Culture Club Sandwich. J'ai nommé Monsieur Jeff Astrof, qui est créateur de Trial and Error et qui a co-créé donc cette série Stumble avec sa sœur Liz Astrof. De quoi que ça parle donc? C'est une coach incarnée par qui s'appelle Courtney, qui est incarnée par Jen Lyon, qui est virée du jour au lendemain donc à la suite d'un incident de sa troupe de cheerleading, et qui doit donc un tout petit peu remonter une troupe de toutes pièces dans un lycée totalement différent, donc en Oklahoma, dans un espèce de trou, un village fictif, qui va assembler vraiment un crew assez hétéroclite d'ados et qui va essayer de les mener au championnat de cheerleading, alors qu'ils ont au départ aucune dynamique entre eux, et surtout qu'ils sont donc face à l'équipe de son ancien lycée. Donc comme il y a énormément de in-joke, le lycée où il évolue, c'est le Sammy Davis Senior Junior College. Donc c'est pour vous donner un tout petit peu le niveau de vanne de la série. Comme je disais à Fred lorsque j'ai commencé le pilote, il y a, pour les gens qui ont vu Trial and Error, en fait, il y a, même si effectivement il n'y a pas d'enquête et il n'y a pas de fil rouge aussi ténu, un championnat de cheerleading, c'est forcément un fil rouge, et voilà. On a les clichés un tout petit peu des films de cheerleader type Bring It On, mais c'est pas non plus la source principale d'humour. Et à ma grande surprise, la qualité principale de Stumble, en plus des gags à foison, des gags hors caméra, des gags visuels dont on est habitué avec Trial and Error, il y a aussi un relationnel entre Courtney et son ancien footballeur professionnel, donc qui est reparti à la retraite à la suite d'une blessure, qui est incarné donc par Taran Killam du SNL, donc qui joue donc le mari de Courtney, qui s'appelle Boone. Et il y a une grosse partie de la dynamique de Stumble qui joue sur ce soutien indéfectible et un tout petit peu hors du commun, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fautes et d'erreurs qui sont commises par Courtney sur les 3 épisodes que personnellement j'ai vus. Moi j'aime beaucoup le casting des adolescents. Je trouve que il y a forcément un ou deux qui a du mal à se sortir des clichés. Donc par exemple, il y a DeMarcus qui est qui est le cheerleader masculin de la troupe, qui est super compétitif et qui se fait un tout petit peu toisé du regard en fait par les anciens jocks de son équipe. Ils arrivent à faire quelques gars qui font mouche, mais pour l'instant ça fait partie d'un des personnages qui sont clichés, mais dans l'ensemble, les ados de la troupe en fait sont quand même assez bien croqués. Ils sont assez bien castés, en fait. Je les trouve vraiment sympathiques, avec vraiment beaucoup de potentiel comique. Donc on part sur vraiment une série qui a l'esprit qui est beaucoup moins parodique que Trial and Error, en fait, qui était vraiment, sur les 2 saisons, était vraiment lié à la parodie de True Crime et à la parodie à un ensemble de parodies d'un crime qui défraie une communauté et d'un crime à tiroir. Là, c'est beaucoup plus... là, on prend beaucoup plus le temps de développer les personnages, et donc Courtney, celui de Courtney et son mari. Et aussi donc Courtney et sa relation avec son équipe de bras cassés qu'elle va essayer tant bien que mal de mener au championnat. Donc il y a une dynamique qui est très différente. C'est vraiment
pour l'instant, c'est vraiment très très sympathique. Et parce que c'est très sympathique et que malheureusement, comme je disais à Fred Orantène, c'est diffusé le vendredi soir, j'ai pas forcément envie que ça se fasse annuler, mais en même temps, je donne pas très très cher de la peau de cette série. Ben, c'est le problème sur NBC en plus, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué les comédies chez NBC ces derniers temps, hein. Pas forcément en qualité, mais en diffusion, ils savent pas quoi en faire, quoi. C'est d'une tristesse. Mais bon, on va en profiter tant que ça existe. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Olivier, ta recommandation, c'est aussi une série. C'est ça. Exactement. Alors, c'est une série dont Elodie vous a déjà parlé, il me semble, dans le cadre d'un récap. C'est Pluribus. Mm-hmm. C'est la dernière création de Vince Gilligan, qui est le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. C'est une série qui est arrivée sur Apple TV il y a pas très longtemps. 7 novembre, le même jour que Stumble, quoi. Et voilà. Et je voulais revenir dessus parce que c'est vraiment c'est une des séries que j'ai le plus kiffé cette année. Alors elle est pas finie puisque c'est une diffusion hebdomadaire et qu'il y a 6 épisodes qui ont été diffusés pour l'instant sur 9. Mais en tout cas ces 6 premiers épisodes m'ont beaucoup plu. Pour vous rendre compte d'où je parle, en fait moi j'avais trouvé Breaking Bad très 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 largement surcoté. Je m'étais assez fortement ennuyé devant la série à l'époque et quand Better Call Saul avait commencé, j'avais pas regardé tout de suite, j'avais regardé une fois que la série était terminée. J'avais plutôt bien aimé les premières saisons grâce au personnage de Kim qui est joué par Rhea Seehorn que l'on retrouve ici en tête d'affiche dans Pluribus. Et par contre les dernières saisons de Better Call Saul m'avaient un peu gonflé car on revenait vraiment à quelque chose de plus vers le style de Breaking Bad. Et bon bref, Vince Gilligan, c'est pas, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un dieu de la série. Moi, c'est pas mon cas, et encore moins quand il se pense très malin. Mais voilà, j'ai regardé les 6 premiers épisodes de Pluribus et cette nouvelle série me plaît beaucoup. Alors c'est l'histoire de Carole, qui est une romancière à succès. Sauf qu'elle pense qu'elle mérite pas du tout son succès et qui remet en cause la qualité de ses écrits. Et bon, vu ce qu'on en entend, je comprends qu'elle trouve pas ça terrible ce qu'elle écrit. Sauf que à un moment donné, la Terre est atteinte d'un virus extraterrestre qui fait que en fait tous les humains fusionnent psychologiquement, enfin psychiquement. Je sais jamais la différence entre psychiquement et psychologiquement, donc c'est soit l'un soit l'autre. En gros, tous les humains ne forment plus qu'une seule entité et chacun perd ce qui fait qu'il est un individu. Et donc le savoir est commun, enfin tout est commun à tout le monde. Pour les téléspectateurs de Sense8, en fait, donc si vous êtes familier du concept de cluster, lorsque le héros en fait ne forme qu'un super cerveau et savent un peu où l'un et l'autre est en danger et où l'un et l'autre en fait risquent des choses, là en fait Pluribus ça prend ce concept et ça l'élargit à la Terre entière. Exactement. Sauf pour Carole et une infime fraction de gens dans le monde qui sont immunisés contre ce virus. Et mieux encore, c'est-à-dire que non seulement ils sont immunisés de ce virus, mais en plus, les humains contaminés n'ont en gros d'autre but dans leur vie que de leur rendre service et leur apporter tout le bonheur qu'ils désirent. Donc voilà, dit comme ça peut sembler un peu idyllique. Mais Carole, elle va pas du tout kiffer le truc et elle va directement rejeter ce bonheur forcé et elle va tout faire pour trouver un moyen de remettre le monde dans son ordre de marche initial. Et c'est vraiment ça que j'aime dans cette série, c'est que vraiment on est en présence d'un conte philosophique qui réfléchit à ce qu'est le bonheur. Est-ce que c'est le fait d'obtenir tout ce qu'on veut quand on veut? Est-ce que c'est le fait de vivre dans une société idéale et aseptisée où la moindre contradiction et la moindre contrariété a disparu?
Pour Carol, c'est pas du tout le cas. Mais sauf qu'elle semble être bien la seule. C'est-à-dire que dans les survivants, c'est la seule qui cherche à remettre les choses en ordre parce que les autres, bah en fait, ils kiffent d'être servis, d'être bichonnés et tout. Mais en fait, pour Carol, la vie, elle est synonyme de diversité, elle est synonyme d'aspérité, elle est synonyme d'imperfection. Et elle rejette complètement ce monde uniforme et cette espèce de parodie de bonheur qu'il lui a offert. Et donc à partir de là, va y avoir un espèce de jeu du chat et de la souris qui va commencer, un jeu assez jubilatoire entre elle qui veut briser cette sorte de félicité mécanique et ce monde extraterrestre qui va tenter de lui imposer son idéal flippant de perfection. Et ça m'a beaucoup fait rire en fait de voir cette femme trouver tous les stratagèmes possibles pour échapper à ce que tout le monde rêverait d'avoir. Et je trouve que la série tape assez fortement sur le surconsumérisme, sur l'uniformisation globale de la société. Et dans cette globalité, on sent que Gilligan vise son milieu de prédilection qui est le cinéma et la série. Vraiment à travers Pluribus, moi je vois une métaphore assez claire d'une industrie qui ne propose plus que ce qu'elle pense que le public souhaite, tout en l'enrobant dans une espèce de forme parfaite, toute lisse et tout le temps identique. Et voilà, avec Pluribus, Gilligan, bah lui, il fait l'inverse, il fait l'éloge du différent, il fait l'éloge de l'imparfait, il fait l'éloge du sincère, de l'authentique. Et le personnage de Carol devient un petit peu l'avatar de gens comme moi qui préfèrent une œuvre imparfaite mais sincère plutôt qu'une belle coquille vide purement marketing. Et je trouve que c'est un discours qui n'est pas simple à tenir dans cette industrie qui tend vers l'inverse. Et en plus, je trouve qu'il le fait avec beaucoup de malice et d'humour. Il y a beaucoup de scènes assez drôles. Et à travers un concept de SF qui est pas vraiment neuf, mais qui je trouve est quand même très bien tissé. Et au bout de, je sais pas, au bout de deux, trois épisodes, je me disais, est-ce qu'il va réussir à tenir la durée? Et en fait, le double d'épisodes plus tard, je suis toujours en train de me dire, est-ce qu'il va tenir la durée? Parce que ça marche toujours, quoi. Et donc, je sais pas si les 3 derniers épisodes seront à la hauteur, mais en tout cas, sur ces 6 premiers épisodes, ça tient la route. Il arrive toujours à renouveler le truc. Je trouve qu'en plus, il abandonne ces tics de réalisation et d'écriture qui me plaisaient pas beaucoup, tout en gardant quand même son style, sa patte, notamment en faisant durer certaines scènes à l'extrême pour mener à une certaine forme d'absurde. Moi, à chaque épisode que je regarde, je vois pas du tout le temps passer. Il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses. En gros, chaque épisode aborde un nouveau problème et creuse un petit peu plus le casse-tête pour Carol, qui, elle, ne se laisse pas démonter et trouve toujours une parade, même si on sent qu'elle est parfois au bord du renoncement. Et c'est ça aussi Pluribus, c'est que c'est une série qui, en nous mettant un personnage totalement humain qui a des moments de renoncement, c'est une série qui nous exhorte à ne pas renoncer. Et face à la standardisation de tout ce qu'on aime, et notamment l'art, il semble parfois, enfin il y a des fois où on se dit, en fait c'est peut-être plus facile de renoncer et à accepter que ce que tout le monde semble accepter. Et ben non, la série elle nous rappelle que même seul, faut continuer à se battre et que voilà, il faut réussir à faire vivre une forme de création originale. Il faut réussir à faire vivre la différence. Il faut réussir à faire vivre une vie contrastée, nuancée, et qu'il ne faut pas sombrer dans la facilité et dans ce que tout le monde et ce que toute l'industrie essaie de nous faire passer. Donc voilà, vraiment j'espère que les 3 derniers épisodes seront aussi bons que les 6 précédents. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir à regarder la série. Et voilà, et puis j'ai surtout envie de finir cette petite chronique en disant gloire à Rhea Seehorn, qui est une actrice absolument formidable. Et si il devait rester quelque chose de tout le travail de Vince Gilligan, c'est vraiment la découverte de cette actrice que je trouve absolument fabuleuse et qui est tellement différente de ce que le milieu d'Hollywood peut nous proposer d'habitude que, enfin voilà, j'adore cette actrice, j'adore les personnages
qu'elle campe dans l'univers de Gilligan. Et rien que pour elle, il faut regarder la série parce que c'est vraiment une très 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 bonne actrice. J'ai un contrepoint très très rapide avant qu'on passe à la suite. Je suis beaucoup moins, pour l'instant en fait, au niveau de la mise en scène pure. Je trouve que c'est voilà quoi, c'est une série qui tient totalement ses promesses. En fait, c'est une série où visuellement en fait, entre voilà les 6 saisons de Breaking Bad et les 6 saisons de Better Call Saul, en fait, Vince Gilligan a vraiment une énorme patte et énormément de jugeote créative en fait pour avoir la meilleure manière d'exécuter ses idées, que ce soit de manière singulière, de manière créative. Et en fait, je trouve que l'exécution est pour l'instant sur Pluribus est supérieure à ce que ça raconte, et c'est un peu le contrepoint que je voulais apporter. Pour l'instant, tout ce que tu viens de décrire, c'est, je trouve la série beaucoup plus brouillonne et un tout petit peu mutante dans un tout petit peu la parabole ou le message qu'elle essaie de faire passer d'épisode en épisode. Et ce que tu dis sur la résistance en fait à l'uniformisation, la singularité, j'ai eu une lecture un tout petit peu différente dans le sens où il y a aussi le côté seul contre tous très très fort dans la série qui fait que même si Carol ne souhaiterait rien de mieux que d'être souvent isolée en fait de cette espèce de maelstrom de super cerveau terrestre, il y a aussi des enjeux il y a aussi des enjeux très personnels, un parcours de personnage où en fait non seulement elle est marquée par un trauma, mais elle est aussi profondément malheureuse, et il y a un enjeu. Tu disais au départ qu'elle est autrice de romans à l'eau de rose. Elle ne croit pas à sa prose en fait, elle le fait vraiment machinalement en fait pour le fric, pour prendre l'argent des gogos. Et en fait la série et un tout petit peu la lecture que je peux avoir de l'arc de Carole, c'est que malgré elle en fait, elle va aussi apprendre à accepter certaines marques, on va dire, certaines marques de bienveillance en fait. Donc il y a une certaine évolution qui se fait pas entièrement en antagonisme de tout le reste. Et le fait est que en termes de message, j'ai comme l'impression que la série en fait veut en fait faire miroiter ou veut faire voir en fait veut inclure tout ce que les gens veulent bien y voir dedans pour l'instant. Je pense que c'est en fait le propos et le message de la série, il est beaucoup plus brouillon et beaucoup plus confus que ce que tu viens de décrire, et c'est pour ça que ça me convainc un tout petit peu moins. Moi, honnêtement, justement, c'est peut-être justement ce que j'aime. Moi, je déteste qu'on me dise quoi penser en fait. Donc, plus un message va être confus et où chacun va pouvoir épuiser quelque chose, plus ça m'intéresse. Donc en fait, moi s'il me disait clairement je suis contre l'uniformisation, machin et tout, en fait là ça me gonflerait parce que en fait c'est presque ce qui fait, c'est presque ce que 90% des œuvres de fiction font. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que ça il le fait par petites touches, et c'est vraiment des fois sur un comportement, sur par exemple la bienveillance dont tu parles. En fait, je suis pas sûr qu'elle l'apprenne pour l'apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'en sert pour la retourner contre les gens qu'elle essaie de détruire. Et moi, c'est dans ces petits moments-là où c'est sur un petit sourire, sur un petit regard, et où tu comprends ce qu'elle ressent et ce qu'elle et là où il va en venir. Et moi, ça m'intéresse. Et j'aime bien qu'ils viennent pas avec des gros sabots et qu'ils viennent pas nous dire c'est ça qu'il faut y voir, quoi. Et je pense que c'est une fable ça implique tellement de choses
ne serait-ce que la notion de bonheur implique tellement de choses qu'effectivement, chacun peut y voir ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça très stimulant, quoi. Il y a, même moi, dans ma réflexion, vis-à-vis de la série, chaque épisode, soit creuse un petit peu plus dans le cynisme, soit creuse un petit peu plus dans ce qui m'intéresse philosophiquement. Et à chaque fois, j'ai une réflexion différente à chaque épisode, et ça, je trouve ça assez stimulant. Et j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup le côté fable du truc. C'est vraiment ça qui me stimule intellectuellement dans cette série, et qui en fait que, et je trouve que sur la forme, j'ai l'impression qu'il arrive à un espèce de climax de ses compétences formelles. J'ai vraiment l'impression que, effectivement, moi, il y a des choses dans Breaking Bad qui m'intéressaient formellement, d'autres qui m'énervaient prodigieusement, parce que certaines que je trouvais totalement inutiles. Je trouve qu'il avait fait déjà un progrès dans Better Call Saul. Là, je trouve que fondamentalement, je trouve que le fond et la forme fusionnent parfaitement, et que chaque plan est signifiant, chaque plan amène quelque chose, chaque plan parle du récit. Et ouais, moi j'ai l'impression de voir un auteur qui grandit, et qui est de plus en plus assuré de sa plume et de son regard. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant à voir. Après, c'est un auteur avec son équipe, hein. Enfin, lui-même s'en défend. Better Call Saul, il y avait Peter Gould, il est encore sur Pluribus. Il y a des gens qui l'aident en fait à écrire la série. Mais c'est vrai que Gilligan, en fait, sur cette série, on sent vraiment qu'il est très très impliqué sur la réal, quoi. Ok. Tu as d'autres choses à ajouter, Olivier ? Non. Donc voilà, Pluribus, faites-vous une idée aussi sur Apple TV. Moi, comme je le disais un peu avant d'enregistrer, dès le départ, il n'y a rien qui m'attire dans cette série, si ce n'est le côté c'est Apple TV, ça peut être intéressant. Et en fait, j'ai vu c'est Gilligan, ça me fait chier ce qu'il fait comme boulot. Donc, oui, mais moi aussi, enfin, tu vois, moi, honnêtement, j'y suis allé à reculons. En plus, tout le monde commençait à encenser la série, machin. Je me suis dit, ils vont encore me faire chier avec Gilligan et compagnie, et voilà, honnêtement, je me suis pris au jeu, et je prends vraiment beaucoup de plaisir, et surtout je vois pas les épisodes passer, alors que pour moi un épisode de Breaking Bad c'était j'ai l'impression que ça durait 5 heures, quoi. Bon, bah voilà, comme quoi il y a toujours un espoir dans les choses. Pour terminer, moi de mon côté, le niveau récap, j'ai fait pas mal de trucs. Oui, je n'ai pas fait que jouer à Ark Raiders, même si j'ai beaucoup joué, vu que j'ai réinstallé Fortnite pour jouer avec ma fille, donc je joue à d'autres choses. Mais blague à part, il y a aussi des jeux de société, parce que j'en ai pas parlé la semaine dernière, j'avais un peu zappé, mais je suis allé comme l'année dernière à un festival du jeu de société gratuit fait à Chimay, dans une école justement fait par des bénévoles, et j'ai pu essayer pas mal de petits jeux, donc assez rapidement, des choses qui m'ont tapé dans l'œil, comme par exemple Flip 7, qui est un jeu donc créé par Eric Olsen, et c'est un jeu pas très 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 cher, on est sur le 13-14 €, où en fait c'est un jeu de cartes où le but est assez simple. Il y a donc des cartes qui vont de 1 à 12 avec des transformateurs, des bonus, etc. Et le but, c'est de jouer un peu le bluff et le hasard. Vous allez tirer des cartes et il faut éviter d'avoir 2 fois le même nombre, donc 2 fois 4, 2 fois 2, etc. Mais forcément, toutes les cartes n'ont pas le même nombre de doublons dans la main. Et donc, c'est de jouer jusqu'au moment où on va tomber sur ce double-là et perdre tout ce qu'on a engrangé. Donc, il faut jouer la sécurité ou la stratégie et se dire, je vais essayer d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Ça joue à partir de 3. C'est un jeu pour à peu près toute la famille dès que les enfants savent compter. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool parce que
il y a toujours cette tension, est-ce que je prends une nouvelle carte ou pas? Et quand on a 7 cartes différentes dans la main, on a des bonus en plus. Donc c'est vraiment... c'est un peu du bluff, c'est très cool. Il y a aussi le jeu Miams, qui est peut-être un peu plus connu. On est sur un jeu à peu près 18 €. Vous connaissez peut-être le Yams, avec les dés. Voilà, en fait, le Miams, c'est le Yams en survitaminé, avec des fruits, des cartes de modificateurs, etc. Je croyais qu'on mangeait des dés. Moi aussi. C'est des dés en pâte d'amande. Essayez, ça va faire mal, mais bon voilà, en tout cas c'est un jeu qui dans sa DA est assez folle. L'artiste derrière c'est Ben Renaud, que vous connaissez peut-être. Voilà, il a fait pas mal de choses dans le monde du podcast entre autres. Voilà, c'est vraiment les règles du Yams avec des ingrédients donc des fruits très mignons, et puis des modificateurs aussi très rigolos. Et alors par contre plus long dans la partie et plus profond, on va dire, que les autres, sans jugement de valeur, c'est Rock Hard 1977. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5. On est sur des parties qui durent à peu près 1 heure, 1 à 2 heures, et en fait c'est un jeu où on va créer sa propre star du rock des années 70 et gérer... C'est jeu de société, on est d'accord. C'est jeu de société. Okay. Non, un jeu de société où tout le monde va gérer son truc, son parcours, sa carrière, faire des choix qui auront plus ou moins de bonnes répercussions, et être la plus grande star de la table en fait. Et le tout a été créé par un des anciens membres du groupe The Romantics. J'ai perdu pas la du note. Tout c'est. Je vous conseille d'écoute d'ailleurs. Voilà, c'est pas de Romantics, de Runaways. Romantics c'est un autre truc, c'est Jackie Fox. Donc voilà, The Runaways c'est un groupe de rock des années 70 que je vous conseille l'écoute. Est-ce qu'il y a un titre que vous pourriez connaître comme ça? Dedans il y avait Joan Jett qui était une des chanteuses. Oui, donc c'est ça. Oui, parce que The Runaways, je connais le film qui est le biopic de avec donc Kristen Stewart. D'accord, okay. Cherry Bomb, c'est le titre le plus connu. Je cherchais un peu comme ça, mais donc on a un des anciens membres du groupe qui est derrière tout ça. Les illustrations sont vraiment très très cool. Le prix, on est sur un truc à peu près à 50 balles quand même, parce qu'il y a un peu plus de jetons et de matos là-dedans. Mais voilà, si vous aimez les jeux on va dire stratégie et gestion d'une carrière, voilà, plus de ça dans un univers rock années 70, vous pouvez foncer. Je pense que mon master va finir à Toxico. Moi. C'est ça, j'allais demander s'il y avait des cartes drogue et des intox. Ça, dans le peu que j'ai vu, en fait, j'ai pas vu. On gère des petits jobs alimentaires. On peut les faire mourir à 27 ans. Ça m'aurait que là, le peu de temps que j'ai pu jouer là-bas, ça m'a pas suffi. Mais en tout cas, il est tombé directement dans ma wishlist pour Noël, en espérant que quelqu'un se dise, tu vois, on va lui offrir. Donc ça, je pourrais vous en parler un peu plus en détail et en profondeur quand j'aurai fait une véritable partie. Voilà, parce que c'est trouver dans tous ces jeux-là, il y avait, je sais plus combien, une 50aine de jeux. Trouver du temps pour, surtout quand on a les enfants, faire 1h30 de jeu, seulement un jeu alors que tu as envie de voir tout le reste, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi lu le dernier tome, le tome 12 de Dad de Nob, Chaos Bang. Voilà, c'est la série classique de ce papa toujours très mignon, drôle et attachant. Donc c'est sans surprise, mais ça fonctionne toujours. Donc on va pas non plus trop râler là-dessus. Et alors, je finirai par quelque chose. Vous connaissez peut-être le chanteur Thierry Pastor, Le Coup de Folie, entre autres. C'est surtout celui-là qui est le plus connu, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, il passait dans ma playlist. Je me suis dit, tiens, je vais cliquer sur afficher l'album. J'ai affiché l'album et j'ai écouté l'album complet, Le Coup de Folie, en fait, qui est son premier album de 82. Et puis en fait, je me suis dit... merde, en fait, il y a des trucs qui sont vachement bien. Je connaissais pas bien. Il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants et j'irais pas jusqu'à dire plus intéressant forcément que Le Coup de Folie ou qui aurait pu marcher
autant à la radio, parce que le coup de folie, voilà, c'est le single vraiment fait pour être un hit radio. Mais ouais, je me suis surpris à dire, en fait, musicalement et niveau chant, c'est quand même plutôt intéressant. Donc je vais essayer de trouver les autres albums, mais il a surtout fait des EP, etc. Puis des choses un peu plus récemment, et bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, le coup de folie, voilà, son album sorti en 82, avant son accident assez grave de voiture qui a mis sa carrière en pause, c'était vachement plus sympa que ce que j'imaginais. J'avais un peu peur du côté le single est génial et le reste c'est tout pourri. C'est pas le cas. Voilà, comme ça vous le saurez. J'ai testé pour vous Thierry Pastor. Enfin, la musique de Thierry Pastor. Voilà. C'est tout. Voilà, on a fait un bon gros tour avec pas mal de choses à voir, à lire. Ça en fait des choses sur la liste au Père Noël. Ouais, oulala. Bon, bon courage à tout le monde alors. Hein. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre, mettre des commentaires, de partager, etc., etc. Et puis de passer une bonne semaine, de préparer les fêtes comme il se doit. Et on vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Vous avez entendu, ça c'est l'IA qui se prend le mur, c'est vachement bien. Oui. I wish.